Et déjà, en tant que médecin, de pouvoir dire que c'est possible d'avoir une grossesse et un allaitement 100% vegan, que c'est safe pour le bébé et pour la maman. Par contre, il y a quelques petites choses auxquelles faire attention. La seule chose à laquelle il faut faire attention, tout à fait particulièrement dans le régime vegan, c'est la B12. Ça, on vous le dira à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui parlera de l'alimentation végétale. C'est la seule vitamine qui est obligatoirement supplémentée pendant la grossesse, l'allaitement, tout au cours de la vie, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le règne végétal. Peu importe ce qu'on vous dit, ça n'existe tout simplement pas dans le règne végétal. Donc prenez votre B12 à tous les moments de la vie. Bonjour à tous. Alors, merci d'être venus donc, pour cette table ronde sur la parentalité végétalienne. Alors, juste pour préciser un petit peu de quoi on va parler, globalement, je pense que c'est pas très flou, mais on va parler du fait d'être parent et vegan, ou en tout cas en train de végétaliser son alimentation ou en train d'y penser quand on est parent ou quand on va l'être ou quand on veut le devenir. Donc il y aura toute une partie sur la grossesse et sur l'allaitement, mais aussi une partie sur l'enfance, la petite enfance, la diversification alimentaire. Voilà, on va d'abord un petit peu présenter les choses qu'on a à dire, et puis il y aura toute une grosse partie quand même sur les questions que vous voulez nous poser à la fin, parce qu'on est sur un format plutôt interactif normalement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des interrogations, à bien vous les noter pour cette partie à la fin. Je vais laisser chacun se présenter tour à tour. Je commence, du coup, je m'appelle Gaspard Prévost, je suis médecin généraliste à Strasbourg. J'ai beaucoup étudié les co-bénéfices entre le changement climatique, l'atténuation du changement climatique et la pollution de l'air, avec les effets sur la santé que des choses peuvent avoir comme la végétalisation de l'alimentation ou les mobilités actives. Je fais partie d'une association sur le sujet et je suis titulaire d'un DU sur les alimentations végétales depuis l'année dernière. Voilà. Je laisse la parole à la suite. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus. Franchement, c'est chouette. C'est bon ? Oui. Merci à tous d'être venus. C'est chouette de voir qu'il y a autant de monde qui sont intéressés par ce sujet. Moi, je suis Clara Prévost, je suis médecin généraliste à Strasbourg. Je suis en cours du DU sur les alimentations végétariennes de la Sorbonne et je suis maman de 2 enfants, donc 2 grossesses et 2 allaitements, dont un en cours 100% vegan. Donc, je me sens un peu concernée. Bravo! Bonjour à tous, moi c'est Émilie Leblanc. Je suis maman de 2 enfants aussi, vegan à la maison. Donc j'ai eu une seule grossesse 100% vegan avec un allaitement en cours aussi, et puis une première grossesse que malheureusement j'ai pas pu faire vegan, mais qui m'a amenée en fait justement à me poser beaucoup de questions, à devenir complètement vegan, à me former sur les alimentations végétales pour les enfants. J'ai le compte Instagram Petit mes Veggies dans lequel je donne beaucoup d'astuces et d'informations pour les parents. Et puis avec Astrid qui va se présenter, on travaille ensemble justement pour accompagner et informer tous les parents via des programmes et des formations pour les bébés dès la diversification et toute l'enfance. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Donc moi c'est Astrid, Prévost également, mais j'ai pas de lien de parenté avec Gaspard et Clara. Je suis diététicienne et je suis moi-même végane depuis 10 ans, et en fait c'est d'abord mon végétarisme puis mon véganisme qui m'ont donné envie de me spécialiser en nutrition. J'ai également passé le DU alimentation végétarienne avec la Sorbonne pour avoir plus d'informations que juste la base du BTS diététique qui n'est pas très riche sur la question. Et je fais beaucoup de choses à côté. Je suis également consultante pour des associations et des entreprises véganes. Donc, entre autres, je travaille pour l'association Coexister qui aide les éleveurs et les éleveuses à se reconvertir vers d'autres métiers sans exploitation animale. Et puis, en lien avec la thématique d'aujourd'hui, comme a dit Émilie, on a lancé un programme diversification alimentaire pour aider les parents végés ou véganes à bien démarrer avec la diversification alimentaire. Et on aura bientôt un programme pour les enfants également.
Alors, nous, Clara et moi, on est situés à Strasbourg. Émilie et Astrid, plutôt de la région parisienne. Ah oui, pardon. Moi, je suis dans le Grand Est, je suis en dessous de Nancy. Par contre, je fais des téléconsultations. Donc voilà, dans tous les cas, je suis disponible partout. On va pouvoir passer à la slide suivante. Du coup, on va commencer à parler plutôt du côté théorique, vraiment sur les bases un petit peu de la nutrition dans ces périodes clés de la vie. Et on commence par la grossesse et l'allaitement. Et je laisse la parole à la mère qui est à côté de moi. Joyeuse fête. Merci beaucoup. Donc, j'ai l'honneur de commencer avec un sujet qui forcément me tient beaucoup à cœur. Et déjà, en tant que médecin, de pouvoir dire que c'est possible d'avoir une grossesse et un allaitement 100% vegan, que c'est safe pour le bébé et pour la maman. Par contre, il y a quelques petites choses auxquelles faire attention. La seule chose à laquelle il faut faire attention, tout à fait particulièrement dans le régime vegan, c'est la B12. Ça, on vous le dira à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui parlera de l'alimentation végétale. C'est la seule vitamine qui est obligatoirement supplémentée pendant la grossesse, l'allaitement, tout au cours de la vie, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le règne végétal. Peu importe ce qu'on vous dit, ça n'existe tout simplement pas dans le règne végétal. Donc prenez votre B12 à tous les moments de la vie. Sinon, à côté de ça, je respire un peu, hein. Sinon, à côté de ça, les choses auxquelles faire attention, mais globalement, c'est un peu la même chose pour une grossesse classique et une grossesse végane. On va commencer par les protéines. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement dans les légumineuses, etc. En fait, avoir une alimentation variée et équilibrée, globalement, ça couvre les besoins en protéines dans une grossesse végane. Le calcium et l'iode, mais qui n'est pas inscrit ici, ce sont des choses qu'on trouve quand on n'est pas vegan, mais végétarien, dans les produits laitiers. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin de supplémentation. Mais sinon, dans un régime vegan, on peut consommer des produits enrichis, type lait de soja, yaourt en soja, qui sont habituellement enrichis en iode et en calcium. Juste faire attention à ne pas acheter des produits bio, parce que la réglementation a changé et les produits bio ne sont plus supplémentés. Donc prenez plutôt des choses de magasins classiques. Il y aura toujours écrit dessus supplémentation calcium là-dessus. Après, le fer, c'est un gros sujet pendant la grossesse, parce qu'en fait, l'embryon va vraiment absorber tout le fer de la maman. Donc les carences en fer sont très 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 fréquentes chez les futurs parents. Et donc ça, il faut se supplémenter. Mais là, ce que je dis, en fait, c'est pas du tout juste pour les parents véganes. Donc le fer, soit on va vous proposer de vous supplémenter, soit de base, faites super attention à les légumineuses, etc. Globalement, dans une grossesse, les professionnels de santé vont vous recommander de vous supplémenter. C'est encore la chose la plus simple à faire, avec des compléments qui sont tout faits. Attention. Quoi ? Attention, les compléments que les professionnels de santé recommandent le plus souvent, qui est Ginefam, contient de l'huile de poisson, notamment pour la DHA. Ça a changé. Oui. Hein ? Ah oui, pardon, je parlais des suppléments. Et donc oui, la DHA, c'est un oméga 3 qu'on trouve beaucoup dans les poissons. Après, il y a beaucoup d'effets négatifs à manger du poisson, donc on n'est pas obligé de le faire. Mais voilà, donc la DHA, c'est un oméga 3 qui est important notamment pour le développement du système nerveux du fœtus, et qu'on recommande également de supplémenter parce que c'est plus simple. Mais sinon, c'est des choses qu'on peut trouver, les oméga 3, on peut les trouver dans certaines huiles qui sont toutes faites, type lin, colza, etc. Voilà. Après, est-ce que je peux revenir sur la slide d'avant ? Merci. Ouais, parfait. Après, pour un allaitement vegan, donc là, ce que je vais dire, c'est pour les allaitements vegan et pas vegan, hydratez-vous, ça c'est vraiment le plus important, au moins 1,5 litre en plus par jour. La B12, on continue à la prendre, c'est hyper important. Effectivement, la vitamine A, c'est quelque chose qu'il faut consommer de manière plus importante, c'est quasiment doubler les besoins, mais globalement, ça se trouve dans les fruits et légumes, donc c'est pas trop un problème dans les régimes véganes. Donc ne pas hésiter à bien manger tout au long de la journée avec des encas riches et sains type oléagineux, etc. Le calcium, donc comme j'ai dit, ne pas hésiter à prendre des produits enrichis. Les protéines aussi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Alors la question, je la répète parce que comme ça je la répète au micro, est-ce que l'huile ça suffit ou il faut se supplémenter ? Alors on recommande toujours pendant l'allaitement et la grossesse de se supplémenter avec de la DHA parce qu'en fait c'est une partie des oméga 3, je ne sais pas si je peux l'expliquer comme ça, mais et donc les oméga 3 qu'on va consommer vont pas forcément
suffire à avoir toute la dose d'oméga 3 nécessaire. Donc on peut avoir des huiles qui sont faites de manière végétale, notamment avec des micro-algues, donc qui restent véganes et qui possèdent les oméga 3. Voilà. En tout cas, le conseil le plus important que j'ai, c'est que c'est des périodes de la vie où on se sent quand même assez vulnérable. Faites-vous accompagner, c'est le plus important. Si vous avez face à vous un ou une professionnelle de santé qui n'a pas l'air attentive ou qui n'a pas l'air au fait, changez. En fait, il faut que vous vous sentiez écouté, il faut que vous vous sentiez accompagné, et ça, ce sera le plus important. Voilà. Je peux me permettre juste d'apporter une autre, ajouter pour la réponse. Pour les oméga 3, globalement, c'est une période où on fait très attention et on supplémente assez facilement, même les gens qui continuent à manger des poissons, enfin qui ne sont pas particulièrement véganes. Oui, non, à ce moment-là, il n'y a aucune preuve qu'il y ait une différence sur la protection cardiovasculaire, parce que c'est de ça qu'on parle à l'âge adulte, sur l'intérêt des oméga 3. Il n'y a pas vraiment de preuve que les véganes sont qu'il y a un problème par rapport à ça, même si effectivement il y a des apports moindres. La supplémentation, c'est vraiment pendant la grossesse que c'est... Non. On verra sinon les questions après, à la fin. Ouais, si je peux me permettre, juste par rapport au calcium et aux produits bio, il y a aussi, nous pour le coup, ce qu'on recommande, et Émilie, ce que tu montres sur ton compte Instagram, c'est qu'en fait on peut prendre des produits bio, donc du lait végétal bio, mais en le supplémentant soi-même en calcium. Si tu veux peut-être en parler pour expliquer comment tu fais. Merci. Oui, depuis qu'on n'a plus le droit de mettre du calcium dans les produits bio, donc ça doit faire 2 ans maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est de le faire soi-même, ça prend 5 minutes, en utilisant par exemple le carbonate de calcium de chez Aromazone. Ouais, je fais de la pub pour Aromazone, mais c'est vraiment pas cher, c'est facile à trouver, c'est très très simple. Le procédé en fait, c'est vraiment de mettre une petite quantité. Alors pareil, Aromazone vend des petites cuillères vraiment exprès. Et on peut enrichir son lait végétal comme ça. Donc voilà, sur mon compte Instagram, j'ai une vidéo qui montre comment. Et oui, ça permet d'avoir du lait végétal bio et de l'enrichir à la maison. Et puis d'enrichir aussi, on peut mettre directement dans les préparations, dans les gâteaux, on peut en mettre un petit peu partout. Et même les supplémentations, pour se supplémenter en fer, il existe des petits trucs en forme de feuilles qu'on peut mettre dans l'eau des pâtes et qui en fait vont enrichir les pâtes qui cuisent dans l'eau. Et donc ça permet d'avoir un apport supplémentaire en fer. Enfin, il y a plein de petites astuces qui existent et qui peuvent permettre de ne pas forcément se supplémenter. Après, c'est quand même plus simple aussi de se supplémenter et d'avoir des choses toutes faites, type Veg1, etc., pour avoir moins de choses à réfléchir, parce que la grossesse et l'allaitement sont quand même des périodes où on a plein de choses à quoi penser et que c'est quand même un petit soulagement. Pour la supplémentation en fer, moi je dirais aussi que j'ai eu pendant mes 2 grossesses, niveau intestinal, ça se passait pas du tout bien et j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à prendre les compléments alimentaires, les médicaments à base de fer. Ça fait vraiment mal au ventre. Même les trucs naturels, j'arrivais pas à les prendre. Donc en fait, mes 2 grossesses, je me suis pas du tout complémentée en fer. Et ma première grossesse, où je vous disais, j'étais pas encore végane et j'étais plus ou moins omnivore, mais j'étais carencée en fer, j'ai été anémiée. Et ma deuxième grossesse, où j'étais complètement végane depuis presque 2 ans, et j'ai pas du tout été carencée. J'avais un taux de fer qui était assez important pour une femme enceinte. Et en fait, j'ai mis le focus sur la consommation de légumineuses, de soja, de purée d'oléagineux, le tout avec des aliments riches en vitamine C. Et plein d'autres petites astuces qui agissent un petit peu moins, mais qui, mises bout à bout, en fait, jouent. Et j'ai pas du tout été carencée, j'en étais même très loin, alors qu'effectivement, les professionnels de santé me parlaient d'intraveineuse parce que je voulais vraiment pas prendre de compléments, ça me faisait trop mal au ventre, et j'ai pas eu besoin. Donc c'est possible. Du coup, je pense qu'on peut garder, si vous avez des questions sur la partie grossesse-allaitement, gardez pour la dernière partie de la table ronde. On va enchaîner sur la suite de cette partie théorique avec la petite enfance. Je vous laisse enchaîner. Tu peux encore passer... ouais. Alors globalement, pour enchaîner sur la partie petite enfance et notamment pour les très jeunes enfants avec la partie diversification alimentaire, c'est vrai que sur cette période, hormis la vitamine B12, vraiment le nutriment sur lequel on va être le plus attentif, ça va être le fer.
tout simplement parce que le bébé naît avec des réserves de fer assez importantes. Et à partir de 6 mois, il y a une phase de croissance qui est très très importante. Le bébé va beaucoup grandir, donc ses besoins en fer vont énormément augmenter. Entre 6 mois et 1 an, les besoins quotidiens d'un bébé sont de 11 mg de fer par jour. C'est autant que les adultes. Et donc c'est pour ça que ça va être très important de bien faire attention à ce nutriment-là. Et l'idée, c'est qu'on va construire le repas autour d'un aliment riche en fer. Donc ça peut être autour de, comme disait Émilie, d'une légumineuse, autour d'une purée d'oléagineux comme la purée de cajou, la purée d'amande, etc. Et à partir de cet aliment, on va construire le repas autour et on va toujours inclure une source de vitamine C. Ça permet, la vitamine C, que le fer végétal soit aussi bien absorbé que le fer animal. Après, je vais évoquer rapidement les protéines parce que c'est toujours un sujet, c'est toujours une grosse question quand on parle de véganisme et encore plus quand on parle d'enfants véganes. C'est mon Dieu, mais comment faire pour les protéines? L'enfant va manquer de protéines. Les protéines, il y en a partout. Donc là-dessus, quelque part, c'est un non-sujet. Mais voilà, évidemment que c'est important comme nutriment. Tous les nutriments sont importants, tous les nutriments ont leur rôle à jouer, mais il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur les protéines. Alors que sur le fer, là, pour le coup, ça va être quelque chose un nutriment vraiment clé, un nutriment d'attention. Je te laisse enchaîner peut-être, Émilie, sur la suite, histoire de varier. Oui, alors pour les diversifications, donc c'est vraiment, je pense, mais ce serait valable finalement pour tous les enfants, de baser un repas sur un aliment riche en fer. Donc pour nous, ça va être les légumineuses, le soja, on pourra peut-être en reparler après, ou les purées d'oléagineux, d'associer un fruit ou un légume riche en vitamine C. Alors nous, on favorise plus les fruits, puisque ça va être des fruits frais. Il y a quand même plus de chances que la vitamine C ne soit pas détruite s'il n'y a pas de cuisson. Et aussi, il faut un aliment qui soit dense en énergie. Donc un aliment dense en énergie, ça va être un aliment qui est riche en lipides, ça va être un aliment qui est riche en calories en fait. Puisque les bébés, jusqu'à 1 an, ont quand même des besoins énergétiques qui sont importants. Ils se développent beaucoup, donc ils ont besoin d'énormément d'énergie. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà des enfants, peut-être que vous avez remarqué qu'autour de 1 an, des fois un petit peu plus tard, mais l'appétit diminue un petit peu, en fait, et c'est normal. Mais avant, c'est pour ça que la construction du repas, c'est bien si elle se fait aussi avec un aliment qui est dense en énergie. Et après, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est dans cette construction d'assiette de présenter un aliment qui ne répond pas forcément à toutes ces catégories-là, à tous ces critères, mais qui est la découverte. Parce que la diversification, comme son nom l'indique, c'est découvrir. Et finalement, c'est découvrir ce que les parents vont consommer. Donc, c'est aussi le moment de consommer des aliments qu'on ne consomme pas forcément d'habitude, des légumes qui peuvent justement faire participer à la découverte alimentaire de bébés. Et puis qui va le faire, qui vont grandir avec lui. Voilà, globalement, pour aller un petit peu plus dans le détail aussi peut-être sur les nutriments qu'on a indiqués ici. Par exemple, sur le calcium, donc déjà sur toute la partie diversification alimentaire, en fait, c'est un nutriment dont on n'a pas vraiment besoin de se préoccuper parce que jusqu'à 1 an, le bébé est censé encore être soit allaité, soit au biberon. Et donc, le calcium est apporté soit via le lait maternel, soit via la préparation infantile, qu'elle soit animale ou végétale d'ailleurs. Par contre, à partir de 1 an, à partir du sevrage, là, pour le coup, on va faire plus attention au calcium. Et là, on peut passer sur des laits de soja qui sont supplémentés en calcium ou qu'on supplémente soi-même en calcium. Plus, quelques petits réflexes avec des aliments qui sont riches en calcium. Ça peut être les graines de lin moulues, les graines de chia moulues qui sont très, très riches en calcium également. Les légumineuses contiennent du calcium. Tout ce qui va être beurre de sésame, beurre d'amande, etc., ça, c'est assez riche en calcium aussi. Et puis les lipides, c'est vrai que ça, pour le coup, pour les enfants, c'est très important de ne pas chercher à limiter les lipides parce que c'est vraiment très important pour le développement des enfants, notamment pour le développement du cerveau. Et on va chercher à vraiment mettre l'accent, comme disait Clara, sur les oméga 3, donc sur les bons lipides. Mais vraiment, il ne faut surtout pas essayer de faire de régime 0% aux enfants, que ce soit 0% de quoi que ce soit, d'ailleurs, glucides, lipides, rien du tout. Mais les lipides, c'est vraiment important de bien en intégrer dans l'alimentation des enfants, et notamment quand il y a des enfants qui ont des petits appétits.
Juste, j'ajoute quand même, pour la partie lactée, c'est que vraiment jusqu'à 1 an, le lait maternel ou infantile, c'est la majeure partie du régime alimentaire du bébé. C'est ce qui doit vraiment compter le plus de calories. À mesure que bébé grandit, sa consommation de lait diminue, donc c'est normal. Mais avant, voilà, l'alimentation à 6 mois, finalement, on commence à peine à avoir un besoin énergétique. Alors, il y a des besoins en vitamines, on l'a dit, mais quasiment l'essentiel des besoins énergétiques qui sont remplis par le lait. Et puis bon, ça diminue progressivement jusqu'au sevrage ensuite. Pensez que du coup on pourrait maintenant enchaîner sur une partie un peu plus pratique dans la nutrition des enfants. Ouais, on peut laisser ça pour la fin, peut-être pour l'instant. T'inquiète. Parce que élever un enfant, c'est le nourrir, certes, mais c'est pas aussi facile que ça souvent. Parce que ça présente des défis, que ce soit à la maison ou en dehors de la maison. Donc je veux parler des restaurations collectives, mais aussi de tout ce qui est sociabilisation de l'enfant. Sortie, quand il va chez les copains, il y a un certain âge où on a une perte de contrôle sur l'enfant, et donc on peut essayer de lui expliquer le plus possible pourquoi nous, parents, on fait les choix qu'on fait. Mais c'est pas forcément toujours évident pour lui de les comprendre, de les accepter, choisir de les appliquer, surtout quand il y a une pression sociale de la part de son entourage, des autres adultes auprès desquels il s'identifie. Donc je voulais peut-être parler d'un petit peu tout ça. Je sais pas si vous aviez déjà rencontré des difficultés de cet ordre-là, Astrid, dans ta pratique, Émilie, dans ta pratique ou dans ta famille? Déjà sur le côté vraiment pratique, moi ce que je peux dire c'est que justement dans ma pratique, donc dans les consultations, 80% de mon boulot avec les parents véganes ou végétariens, c'est de les rassurer. Après il y a 20% d'informations, mais déjà je me doute que les personnes qui viennent en consultation, c'est parce qu'elles se posent des questions, donc voilà, c'est qu'elles veulent bien faire. Mais vraiment, 80% de mon travail, c'est de les rassurer et de leur montrer que déjà c'est tout à fait possible, que ça va aller, que voilà, il n'y a pas de souci à avoir un enfant végane. Après sur tout le côté à la fois sociabilisation et puis restauration collective, là pour le coup c'est beaucoup plus challengeant parce que pour le coup en France on n'est pas encore du tout dans une société ni végane, ça on le sait, mais ni qui accepte le véganisme de façon générale. Donc pour tout ce qui va être école, pour l'instant il y a juste un repas végétarien qui est obligatoire par semaine, et pour l'instant ça n'est même pas encore respecté dans toutes les écoles. Et pour les crèches, il n'y a aucune réglementation sur la question. Donc le bon côté, c'est que si vous avez une crèche qui est très très cool et très ouverte, en fait rien n'empêche la crèche de servir 100% de repas véganes. Par contre, vu qu'il n'y a pas de réglementation, rien ne les empêche non plus de refuser catégoriquement de servir le moindre repas, même végétarien. Donc là-dessus, ça complique les choses pour beaucoup de parents parce que la plupart des crèches vont plutôt aller du côté où elles refusent catégoriquement toute adaptation. Et là-dessus, je vais peut-être te laisser en parler un peu, Émilie, parce que toi, tu as eu le cas pratique. Oui. De mon expérience en crèche, déjà, c'était plutôt positif. Alors moi, j'habite à Paris et la municipalité parisienne est plutôt ouverte en fait à faire à végétaliser pour économiser et donner des menus bio. En gros, c'est un peu ça. Donc, les 2 crèches auxquelles sont allés mes enfants, il y a déjà 2 menus végétariens par semaine. Et en fait, en crèche, c'est assez facile de faire du végétalien puisque jusqu'à 3 ans, quand même, le lait, les produits laitiers peuvent être séparés du reste. Alors, même s'ils rajoutent régulièrement du beurre, mais voilà, il y a déjà les menus, au moins 2 menus végétariens par semaine. Et il y a, de mon expérience, il n'y a eu aucun problème pour que mes enfants aient des menus végétariens. Ça pose beaucoup plus de problèmes pour des menus végétaliens, puisque cette histoire de lait, en fait, il faut un PAI, donc un protocole d'accompagnement individualisé, pour que l'enfant ait autre chose que du lait à base de vache. Donc à base de lait de vache, on peut, si on allait amener son lait en principe, mais voilà, si on n'a pas de PAI, l'enfant il va prendre des produits laitiers animaux.
le fait est que vu que les crèches n'ont pas d'obligation, celles qui respectent les valeurs des parents, végétariens, c'est possible, ça pose d'ailleurs pas de problème. Moi, mon fils, il a fait 3 ans de crèche comme ça, donc il n'y a vraiment pas eu de souci. Pour ma fille, c'était un petit peu à part parce qu'elle a une allergie à part ça, mais c'était pareil. En fait, la direction acceptait sans problème qu'elle soit végétarienne. Alors vu qu'elle a une allergie quand même, une vraie allergie, elle a un vrai PAI et du coup elle mange vegan tout le temps. Ça c'est positif, on peut faire du positif à partir d'un truc un petit peu embêtant. Voilà. Après l'école c'était un petit peu plus compliqué puisque là il y a beaucoup plus d'obligations. Alors même si pareil à Paris ils font encore des menus végétariens au moins 2 fois par semaine, donc toujours dans cette même idée d'avoir des repas un petit peu plus bio, qui soit plus économique. En école publique, pour nous, ça a été impossible d'avoir un menu, en fait, juste qui retire la viande et le poisson de l'assiette de mon fils. Ça, c'était pas possible pour eux. Donc, on a essayé plein de choses. On a essayé le PAI qui n'a pas été accepté. Donc, un faux PAI. Alors je précise quand même, vous allez peut-être en parler, mais que c'est pas terrible pour un médecin de faire un faux PAI. J'imagine que vous avez peut-être donné votre position là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il n'a pas été accepté. Et du coup, j'ai dû aller chercher mon fils tous les midis pendant 1 an jusqu'à ce qu'on le change d'école. Et même si on a menacé d'aller au tribunal, qu'on a essayé de négocier et tout, c'était pas possible de faire différemment. Et voilà, je tenais vraiment à ce qu'il ait au moins des menus, un repas végétarien. Voilà mon expérience. Peut-être que... Ouais, alors pour le sujet des PAI, effectivement, un PAI, donc c'est pour faire en sorte qu'un enfant ait droit à certaines conditions d'accueil dans son école, dans son lieu d'accueil. Et c'est à chaque fois relié à un problème de santé. Ça peut être alimentaire, mais ça peut être aussi parce qu'il a de l'asthme, par exemple, et il faut donc donner un protocole en cas de crise d'asthme. Là, quand c'est alimentaire, c'est souvent par rapport à des allergies ou à d'autres maladies qui nécessitent que du coup il y ait des adaptations dans le menu. Quand on parle de végétarisme ou de végétalisme, on ne parle pas de pathologie, on parle de préférence parentale. Et effectivement, ça ne rentre pas normalement dans le cadre d'un PAI. Donc en fonction des établissements, alors en crèche, comme tu as dit Astrid, il y a certaines qui peuvent donc être assez conciliantes et permettre de faire des menus végétaliens sans besoin de formaliser ça particulièrement. Ça a été notre cas pour le premier enfant qui a eu des menus végétaliens à la crèche pendant 3 ans. Par contre pour la deuxième, tout d'un coup, la crèche a décidé qu'ils avaient plus confiance et qu'ils pouvaient plus le faire. Donc il a fallu discuter un petit peu. Ce qui peut se passer du coup dans ces cas-là, c'est qu'il y ait une discussion entre le médecin qui suit l'enfant et le responsable, la référent santé de l'établissement, surtout pour rassurer, mais aussi pour décharger la responsabilité. Donc le médecin qui suit l'enfant, si le référent santé de l'établissement est conciliant, le médecin peut s'engager à dire que je suis l'enfant, je m'assure que la croissance est correcte, qu'au niveau équilibre alimentaire, il n'y a pas d'erreur. En tout cas, ce ne sera pas votre responsabilité, ce sera la mienne. En fonction des situations, ça peut se conclure comme ça et donc donner lieu soit à une adaptation des menus dans la crèche directement si le personnel est motivé, soit, et c'est notre cas, ils sont pas d'accord de le faire et à ce moment-là, ça peut être des paniers repas qui sont amenés par les parents chaque jour. Donc c'est une option, mais elle n'est pas forcément accessible dans toutes les situations. Moi, j'aimerais juste dire un truc, c'est que la parentalité, c'est super dur et déculpabilisez-vous si ce que vous faites, c'est pas parfait et que ça rentre pas dans ce que vous imaginiez qui est possible d'avoir un enfant vegan. Nous, notre enfant, là, le grand, il est en petite section, il mange végétarien à la cantine parce qu'en fait, on travaille et on ne peut pas aller le chercher tous les midis. On fait ce qu'on peut, mais en fait, on peut pas faire plus. Faites ce que vous pouvez, c'est déjà super d'essayer et voilà.
Moi, je voudrais enchaîner un peu sur la partie réglementation, du coup, puisque donc auparavant, j'ai travaillé pendant 2 ans pour l'Association végétarienne de France, notamment sur le pôle VG Cantine. Et je recevais très régulièrement des mails de parents désespérés, notamment au moment de la rentrée, quand il y avait les jeunes enfants qui rentraient à l'école maternelle et les parents qui se rendaient compte qu'il n'y avait rien qui était possible pour les enfants végétariens ou véganes. Je me suis aussi impliquée personnellement sur la question au niveau du BTS diététique parce que j'ai lancé un recours en justice pour faire reconnaître justement le droit au véganisme dans le cadre de la formation. Et moi, vraiment, ce que je vous encourage à faire, si vous êtes parent et si vous êtes prêt à vous impliquer un minimum là-dessus, c'est, n'hésitez pas à lancer une action en justice parce qu'au final, c'est grâce à ce type d'action qu'il y a les choses qui bougent. Alors, ça prend énormément de temps. Donc, c'est sûr que si votre but, c'est que l'enfant ait un repas végétarien dans les 2 jours qui viennent ou dans la semaine qui vient, ça ne se fera pas. Mais par contre, c'est grâce à des litiges stratégiques que les choses avancent. Il y avait déjà eu une première décision en 2017 qui avait été rendue par le tribunal administratif de Meaux et qui avait établi qu'une école n'a pas le droit de forcer un enfant à manger de la viande ou du poisson contre la volonté de ses parents. Simplement, actuellement, un petit peu comme le cas s'est présenté pour Émilie, et notamment au niveau de la ville de Paris, qui est pourtant très ouverte sur la question, c'est ce qui se passe. Au nom de la laïcité, beaucoup de municipalités oblige les dames de cantine à mettre la viande dans l'assiette de tous les enfants en disant « c'est à l'enfant de choisir ». Même si l'enfant a 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, on vous répond « oui, mais non, en fait, c'est à l'enfant de choisir ». C'est à lui de choisir s'il veut manger ou pas. Sauf qu'un enfant de 3-4 ans, évidemment, n'est pas en mesure de savoir ce qui est d'origine animale ou d'origine végétale ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, moi je vous encourage vraiment, si vous sentez les épaules pour le faire, de lancer votre action en justice. Il y a notamment la Vegan Society qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est litige stratégique justement pour faire avancer le véganisme, donc qui peut éventuellement être en mesure de vous aider là-dessus, notamment peut-être financièrement. Et en ce moment, il y a c'est sur un autre sujet, mais qui est quand même assez relié, un autre litige stratégique qui est en cours et qui se joue à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un ancien prisonnier vegan qui n'avait pas eu accès à des repas véganes en prison et qui avait qui était vraiment tombé en dénutrition et qui est en train d'amener son affaire à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc si la Cour européenne des droits de l'homme lui reconnaît qu'il avait raison et que c'est un droit humain fondamental d'avoir accès à ce qui est vegan, du coup ça changera énormément de choses. Parce qu'il y avait le côté effectivement où d'un côté, comme tu disais Gaspard, on peut considérer que le véganisme, c'est un choix personnel, etc. Mais en attendant, il y a aussi ce côté-là où on peut se poser la question, est-ce que c'est un droit humain fondamental ou pas ? Et au Royaume-Uni, ça avait déjà été reconnu comme un droit humain fondamental. Maintenant, l'objectif, c'est de le faire reconnaître au niveau européen, parce que là, ça concernerait aussi d'autres pays, dont la France. Je vais peut-être rajouter une chose sur les enfants et comment ils perçoivent leur assiette, c'est que comme tu dis, en fait, la plupart des enfants à 2 ans et demi, 3 ans, ils ne sont pas capables de faire disons, un choix, entre guillemets. Alors certains, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont dans l'assiette, en fait. Déjà, ils ne comprennent pas que la viande, c'est un animal. Ils ne font pas le lien, même si on peut essayer de leur expliquer. Et d'autres, en fait, ils n'osent pas. En face d'eux, c'est l'autorité en fait. La dame de la cantine, c'est une autorité, c'est un adulte. Donc ils vont pas oser ne pas manger parce qu'il y a une pression, il y a l'autorité qui va s'exercer sur eux. Mais ça dépend vraiment quand même des enfants. Mon fils, lui, il est très impressionné par l'autorité. Donc en fait, il dit jamais, il va jamais dire en fait que lui il mange pas quelque chose. Et je me souviens qu'une fois à la crèche, ce qu'on m'avait dit, donc il avait 3 ans, un tout petit peu plus de 3 ans, et qu'il y a eu un accident entre guillemets. Une fois, une dame qui n'était pas là d'habitude, qui lui avait donné du poisson le jour où il y avait du poisson, et c'est une de ses copines en fait qui avait dit ah ben non, Raphaël normalement il mange pas de poisson. Et lui, en fait, apparemment, il était devant son assiette, il était là, c'était la première fois qu'il en avait, mais il n'avait rien osé dire. Mais voilà, certains enfants, par contre, ont plus peut-être d'assurance, ils savent mieux reconnaître, donc ça dépend quand même beaucoup des enfants, ça dépend de leur sensibilité, ça dépend de l'âge, mais voilà, tous ne vont pas se comporter quand même de la même manière. Bon, du coup, je pense qu'on peut un petit peu terminer cette partie avant de passer aux questions.
concrètement, moi, ce que je voulais faire comme conclusion, c'était que la grossesse, l'allaitement, l'enfance, la petite enfance, ce sont des périodes auxquelles on fait de toute façon attention à l'alimentation, qu'on soit vegan ou pas, qu'il y a certains aliments, certains nutriments auxquels on va faire très attention, il y a certains suppléments qui vont être nécessaires dans le véganisme, mais qui le sont aussi en fait en dehors du véganisme, notamment le DHA, la vitamine D qu'on donne de toute façon aux enfants. Le DHA pas forcément sous forme de supplément, sous forme d'huile parfois. Et il y en a qui sont spécifiques au véganisme, comme la vitamine B12 et l'iode, auxquels il ne faut vraiment pas déroger pour avoir une grossesse, une croissance en bonne santé. Mais tout ça, c'est évidemment des situations très variables en fonction des enfants, en fonction des familles, en fonction de l'entourage. Donc voilà, on a essayé de vous apporter un petit peu de clés par rapport à tout ça. Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante ? Voilà d'autres clés éventuellement si vous avez besoin de ressources. Il y a 2 QR codes notamment, j'espère qu'ils sortent bien là sur la projection, mais en tout cas, donc il y a la page d'Émilie à gauche avec plein d'informations, d'astuces et de recettes, et à droite le guide gratuit qui est fait par Astrid et Émilie pour la diversification. C'est ça, hein, enfin, coupez-moi si je me trompe. Oui. Bon, là, je suis pas sûre que le QR code soit accessible comme ça, il est tout coupé. Mais sur mon compte Instagram, Petit Mais Veggie, j'ai en publication épinglée, et également sur le site internet petitmaitveggie.com, un guide que vous pouvez télécharger gratuitement, qui vous donne les principaux nutriments sur lesquels il faut faire attention, et comment, de manière pratique, on peut les donner à son enfant. Donc, y a pas, là, on n'est pas à la pression au gramme près, au microgramme près, etc. Mais c'est vraiment les aliments sur lesquels il faut miser. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on avait dit avant. Quelques petites astuces, notamment quand les enfants deviennent un petit peu difficiles, sélectifs. Et la supplémentation à avoir, donc qui peut se faire effectivement au cas par cas sur l'iode par exemple, et la B12 qui doit se faire systématiquement. Voilà, ça c'est à télécharger gratuitement, que vous pouvez garder avec vous pour avoir un peu un pense-bête tout le temps. Juste, pour terminer, pour un mot de la fin de mon côté, moi, ce sur quoi je tiens à insister, c'est que faut pas oublier que c'est une chance si vos enfants sont véganes. C'est une chance pour eux, c'est-à-dire qu'on fait très souvent peur aux parents véganes en leur disant attention les carences, attention ceci, attention cela. Mais en réalité, c'est une chance pour votre enfant qu'il ou elle soit végane, parce que déjà dans le monde dans lequel on vit, avec l'urgence écologique, justement, en fait, c'est la meilleure chose à faire pour réduire son empreinte carbone et son empreinte tout court sur la planète. Et puis, le fait d'avoir un enfant vegan, c'est aussi de lui permettre de grandir dans une cohérence cognitive. Justement, on parle beaucoup de dissonance cognitive. Et là, à l'inverse, c'est lui fournir de la cohérence cognitive en lui apprenant que, justement, que les animaux sont des êtres à part entière, qu'ils ont des émotions et qu'on les respecte, et que, justement, on ne va pas d'un côté caresser son chien et de l'autre côté manger un agneau ou manger un veau. Merci. Tu voulais, toi, ajouter un mot ? En tout cas, sur les ressources, pour terminer, avant de passer aux questions, il y avait ce livre aussi qui est aussi très riche et bien construit, de Sandrine Costantino, la Bible de l'alimentation du bébé et de l'enfant veggie. Et par ailleurs, des sites qui sont, pour moi, des références que j'utilise régulièrement dans ma pratique. VGClick, qui est à la base orienté professionnel de santé, mais qui est tout à fait utilisable par les patients, par la population en général, qui donne en gros les grandes lignes des choses auxquelles on fait attention dans l'alimentation végétale, et les suppléments, avec des guides aussi pour le choix des suppléments. Je mange végétal, qui est vraiment un site plutôt axé nutriments, avec une page par nutriment, où les trouver, quelles sont les recommandations d'apport, et des petits conseils pratiques. Et Vegan Pratique, c'est le site de L214 où il y a toutes sortes de choses, et notamment des recettes aussi qui sont... Voilà, c'est un site assez pratique de manière générale. Donc maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions... Je vais juste rajouter encore quelque chose. Parce que, en fait, comme tu disais, Clara, c'est super dur d'être parent. Je trouve aujourd'hui, j'ai l'impression quand même
souvent encore plus dur quand on est parent qui ne suit pas une norme. Donc c'est ça aussi, essayer de se faire confiance, de se faire accompagner par des gens en qui on a confiance et qui nous jugent pas, parce que finalement vous faites partie des rares médecins, vous, je pense, qui ne jugent pas l'alimentation végane. De mon expérience, ça a pu être assez compliqué, ne serait-ce que moi, pour me faire suivre, ou mes enfants. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'avec Astrid, on a justement lancé un accompagnement, un programme pour aider les parents qui font la diversification de leurs enfants et en fait qui ont des questions sur le végétarisme, le véganisme, mais aussi sur toutes les questions. Parce que de mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que finalement certains pédiatres ou certains professionnels de santé avaient quand même des formations qui dataient un petit peu sur la nutrition, l'alimentation, la diversification, et qui donnaient pas forcément de bons conseils. Donc quand on est parent déjà qui suit pas forcément la norme, on n'a pas les conseils adaptés là-dessus, et puis en plus même des conseils basiques, on va pas forcément les avoir. Donc on a fait vraiment un programme d'accompagnement où tous les mois les parents peuvent poser des questions si ils ont des choses très, très spécifiques, et avec une formation avec des vidéos, et puis vraiment énormément de contenu. Enfin, il y a plus de 4 heures de contenu qu'on propose donc pour accompagner les parents dès la diversification, et qu'ils aient vraiment toutes les clés en main pour être sûr que ils passent à côté de rien pour diversifier leur enfant. Ouais, on parle vraiment du matériel. Alors ça, c'est vraiment très pratique, mais de quoi on peut avoir besoin, parce que ça joue finalement dans l'alimentation. Ça, il y a peu de professionnels qui vous le disent, mais la chaise haute, c'est important, parce que si on est mal installé, déjà ça peut être un petit peu dangereux. Hein. Les fausses routes, elles se font un petit peu plus facilement si on est un peu avachi. Si on n'a pas les pieds posés, ça, pareil, l'assise est quand même moins stable. Et il y a plein de cuillères qui se lancent en l'air parce que bébé, finalement, il n'est pas confortable. Et ça, ça joue quand même sur la façon dont bébé va manger, puis le stress des parents. Enfin, c'est un peu... quand on voit son bébé qui ne mange pas ou qui en met partout, c'est quand même pas forcément on n'est pas forcément hyper serein en tant que parent, quoi. Donc on essaie d'accompagner vraiment là-dessus. On a toute une partie aussi, parce que c'est une grande question, sur les allergènes entre la viande, le poisson, certains aliments qui ne font pas partie d'un régime végétal, qui font partie des allergènes les plus communs en France, et donc qu'on conseille de donner dès la diversification. Voilà, donc on parle de ça parce que c'est des grandes questions quand on est végane. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais finalement donner des produits laitiers à mon enfant alors que finalement à la maison j'en consomme jamais ? Enfin voilà, on a vraiment voulu aborder toutes ces questions, et avec tous les points nutritionnels et pratico-pratiques pour que les parents aient tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien dès le départ. Et puis on travaille aussi sur une autre formation pour les enfants plus grands, parce que c'est pas tout à fait les mêmes questions, mais pareil, avec cette même idée de donner tous les conseils qu'on aurait aimé, que moi j'aurais aimé avoir, en tout cas quand j'ai eu mes enfants. Est-ce que vous avez des questions ? Vous aviez dit que vous reveniez sur le soja, et j'étais intéressée par votre avis sur ça, et en particulier au niveau du dernier rapport de l'ANSES. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, en fait, on a prévu d'en parler justement dans la table ronde suivante sur les bases de la nutrition. Je ne sais pas si vous serez présente ou pas. Il y a une position très ancienne de l'AFSA d'abord, puis de l'ANSES sur le soja en France, qui est très précautionneuse à l'origine, même avant ce rapport-là très récent, qui recommandait de ne pas dépasser une certaine dose de soja par jour, c'est-à-dire à peu près une portion par jour. Ce qui se basait vraiment sur des données pas très solides, surtout sur une inquiétude en fait par rapport à l'activité de certaines molécules qu'on retrouve dans le soja, les isoflavones, qui ont des activités qui modulent les récepteurs aux oestrogènes dans le corps humain.
Et donc on a remarqué des effets chez les animaux, on a remarqué des effets dans des études sur les animaux, mais il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques humaines qui retrouvent vraiment ces effets néfastes. Et au contraire, il y a plutôt des études qui vont retrouver des effets bénéfiques au long terme de la consommation de soja, notamment de la protection, la protection contre le cancer, surtout du sein, et de la protection sur le système cardiovasculaire. Et donc cette étude là, très récente, là, il y a eu une demande de définir une valeur toxicologique de référence par rapport à cet effet phytoœstrogène, entre guillemets. Et donc en fait il y a eu un groupe de travail à l'ANSES qui a travaillé là-dessus et qui a traité ça vraiment comme on traite un produit toxique en fait, et pas un aliment, et donc qui s'est pas vraiment intéressé aux effets bénéfiques au long terme, qui s'est intéressé vraiment à cet effet toxicologique en se basant sur des résultats d'études très bizarrement. En fait, il y a des études qui sont des études sur les animaux. Il y a des études qui sont basées sur des compléments à base d'isoflavones, donc même pas de l'aliment soja. Il y a des études qui sont plutôt dont le matériel de base est correct, mais les conclusions sont en faveur de la consommation de soja. Et tout ça pour qu'au final, ça fasse un gloubi-boulga et que l'ANSES dise on ne recommande pas le soja dans la restauration collective, il faut arrêter. Et donc, notamment Strasbourg, derrière, a suivi en retirant tous les produits à base de soja dans la restauration collective. Et c'est bien dommage. Et en tout cas, on sait que dans ce groupe de travail à l'ANSES, il y a deux des experts qui en faisaient partie, qui se sont positionnés contre les conclusions dans le rapport, notamment pour les raisons que je viens d'évoquer. En tout cas, la position de l'ANSES en France, elle est vraiment isolée par rapport au reste du monde. Toutes les recommandations, tous les pays qui ont des recommandations par rapport au soja, en tout cas, disent de ne pas le limiter, qu'il y a des effets bénéfiques et que c'est un aliment tout à fait intéressant aussi du point de vue environnemental, qu'il faut faire avec, clairement. Pardon. Même pour les tout petits. Oui, à la base, c'est des études sur les rats, ouais, effectivement. Mais en fait, de toute façon, on ne peut pas extrapoler à l'homme des études sur les animaux, d'autant plus... Oui, d'autant plus qu'au niveau épidémiologique, on n'a jamais remarqué ces effets-là avec des consommations, des durées de consommation très longues dans des populations qui en consomment depuis très longtemps aussi. Du coup, moi personnellement, je donne du soja via du lait de soja et du tofu principalement, puis des yaourts aussi, à mes enfants. On m'a souvent posé en fait la question des portions de soja qu'on peut donner aux enfants. Sachant qu'en fait, dans une alimentation saine et équilibrée, on varie. Donc l'idée, c'est pas non plus de donner 5 portions par jour à un enfant. Donc je vais me baser plutôt sur des recommandations anglaises qui sont issues de la formation que moi j'ai suivie. Ils recommandent du tofu 2 à 3 fois par semaine et du soja 1 à 2 fois par jour. Parce qu'en Angleterre, en fait, ils recommandent de passer au lait de soja enrichi en calcium à partir de 1 an. En France, on recommande plutôt de continuer sur le lait infantile, ou enfin le lait maternel, hein, c'est tout le temps, c'est juste ce qu'on veut, mais voilà, si on fait pas ça, en tout cas, lait infantile jusqu'à 3 ans. Voilà, en Angleterre, ils passent plutôt au lait de soja enrichi en calcium. Donc ce serait ce lait-là, plus éventuellement, 1 ou 2 fois par jour, et plus éventuellement autre chose. Mais voilà, c'est bien d'en donner de temps en temps, mais c'est pas. Voilà, faut garder quand même en tête, comme pour tout, que dans une alimentation équilibrée, on n'abuse pas. Mais oui, il n'y a pas de danger, quoi. C'est clair. Ouais. Je pense qu'on est enceinte, on fait une prise de sang régulière de toute façon, hein, par rapport aux carences et tout ça, hein, qu'on soit végane ou pas. Hein. Alors de toute façon, dans le suivi de grossesse, il y a un suivi par prise de sang. Il y a une première prise de sang dans l'idéal en préconceptionnel, donc avant la grossesse et au début de la grossesse et à la fin de la grossesse. C'est pas obligatoire tous les mois, mais il y en a au moins 2 qui sont largement recommandés, voire obligatoires pour la dernière. Mais on va pas tout doser en fait dans cette prise de sang. Ce qu'on va rechercher principalement, c'est les carences en fer, parce que comme dit, le bébé va absorber une majorité de fer et en plus il y a une forme de dilution au niveau du corps qui se fait, où en gros, très schématiquement, on est pleine d'eau et du coup, il n'y a pas beaucoup de fer parce que c'est fondu dans la masse.
mais on va pas doser l'iode, on va pas doser plein de choses. Donc on recommande tout. Oui, mais alors c'est pas forcément recommandé parce qu'en fait une alimentation bien menée ne suffirait et certains dosages sanguins, notamment le dosage sanguin de la B12 par exemple, n'est pas très fiable et donc en fait on va pas forcément le faire et ce serait des dosages qui ne sont pas remboursés et qui peuvent être très onéreux et qui de toute façon ne sont pas nécessaires s'il y a une prise alimentaire équilibrée. Les dosages, ils ne sont pas remboursés pour les régimes spéciaux? Non, c'est pas une condition. Parce que quand on n'est pas enceinte, en tous les cas, on peut se faire rembourser tous les dosages juste en disant qu'on est vegan avec un régime spécial. Par exemple pour la B12, etc. Alors, mais encore une fois, doser la vitamine B12 au niveau sanguin, c'est pas fiable et donc il faudrait plutôt doser l'acide méthylmalonique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé parce que ça doit partir à Paris et puis ça coûte, je crois, une bonne centaine d'euros, quelque chose comme ça. Et ça, la majorité, il y a pas mal de médecins qui ne savent pas qu'en fait la B12 n'est pas suffisante au niveau sanguin comme dosage simple. C'est comme l'iode en fait au niveau sanguin. C'est pas hyper fiable. Il faudrait faire plutôt un dosage au niveau des urines. Enfin, en gros, c'est des dosages un petit peu plus poussés. Si on n'est pas formé, on va pas le faire. Et encore une fois, on va pas le recommander de toute façon parce que il suffit entre très gros guillemets d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Je peux rajouter quand même, il y a le dosage du fer par exemple, clairement qui est répandu et si vous le demandez à votre médecin, il va vous le prescrire parce que clairement ça se fait beaucoup, très couramment. Mais c'est pas remboursé pour un régime spécial, c'est remboursé parce que c'est un dosage qu'on fait couramment et qu'il n'y a pas vraiment de questions qui se posent quand vous demandez ça à votre médecin. Mais c'est sûr que si vous lui dites je suis vegan, je voudrais faire une prise de sang pour voir que tout va bien, et la majorité va pas vraiment savoir en fait de quoi on parle, qu'est-ce qu'on cherche et si vraiment c'est intéressant de le chercher sur une prise de sang en fait. Ça vous convient comme réponse? Moi j'avais une question par rapport à la consommation de produits fermentés comme le miso ou les algues aussi pour un bébé. Voilà, là mon fils a 1 an et demi à peu près et c'est vrai qu'on en consomme couramment, mais je sais pas trop pour ce genre d'aliments si c'est trop tôt, si c'est bénéfique, voilà. Alors, pour les algues, c'est vrai que l'ANSES déconseille la consommation d'algues pour les femmes enceintes, je crois, et pour les enfants moins de 3 ans, parce que certaines peuvent contenir trop d'iode. C'est vrai. Par contre, si on connaît les algues... Alors, donc voilà, ça c'est valable si on ne connaît pas, si on achète des espèces de mélanges d'algues. Par contre, si on connaît les algues, qu'on sait lesquelles en contiennent beaucoup, ça va du simple au centuple. Donc c'est vrai que c'est très très variable. Donc on peut en consommer pour des enfants s'il n'y en a pas beaucoup. Ça, moi personnellement, j'en donne assez peu, justement parce que j'ai pas fait l'effort forcément de chercher. C'est pas quelque chose qui est forcément indispensable, je trouve, dans le régime, mais c'est quand même à partir d'un certain âge, si on complémente pas en iode, ça a quand même un apport intéressant, même pour les adultes en fait, et donc potentiellement les enfants pourraient aussi consommer. Moi, j'aimerais juste mettre vraiment un gros warning sur, comme dit, les algues. Vraiment, la recommandation, c'est maximum 1 fois par semaine parce que, comme tu disais, c'est un des produits, c'est une des vitamines où, en gros, il peut y avoir un trop. Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, la B12, il n'y a pas de risque de surdosage en B12, mais il y a des risques de surdosage en iode qui peuvent être dangereux. Et donc ça, vraiment, les algues, ça, faut vraiment faire hyper attention parce qu'on n'aura jamais les bonnes informations. Même quand c'est écrit sur la boîte, c'est pas forcément hyper fiable, etc. Par contre, au niveau de la fermentation de certains produits, parce que je crois que c'était ça initialement la question, est-ce que quelqu'un veut parler de la fermentation ? Alors pour la partie fermentation, moi c'est pas forcément quelque chose que je recommande pour les très jeunes enfants, déjà ne serait-ce qu'au niveau du goût. En fait, je pense pas que ce soit très très attractif pour les jeunes enfants au niveau du goût. Après, juste pour revenir sur les algues, il y a le Centre d'études et de valorisation des algues, le CEVA, qui explique quand même qu'il y a des moyens de diminuer très 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 largement, mais vraiment drastiquement, les teneurs en iode avec des techniques de préparation très simples, c'est-à-dire simplement les rincer à l'eau froide, les faire blanchir. Donc ça permet quand même une consommation d'iode qui est beaucoup plus sécuritaire, notamment pour les enfants, et du fait qu'il y a ces limites supérieures de sécurité.
D'accord, parce que justement, on ne le complémente pas en iode à ce jour, en fait. Et l'idée, c'était de voir comment lui donner de temps en temps un petit quelque chose qui apporterait cet aspect-là sans lui donner de la B12, mais juste de la B12 en fait. On ne prend pas quelque chose de complet parce qu'il y a certaines choses qu'il ne doit pas avoir justement, comme de la vitamine D par exemple actuellement. Donc voilà, du coup... Alors justement, en fait, moi ce que j'allais vous proposer, c'était dans ce cas-là, ce qui est bien, vu que vous donnez de la B12, c'est de trouver un complément qui contienne plusieurs nutriments, notamment la vitamine D et l'iode dans la V-Guane. C'est un exemple, hein, mais c'est celui qui est le plus largement utilisé et aussi un des moins chers, il me semble. La V-Guane, on peut la couper en deux et en tout cas jusqu'à 1 an, ça couvre tous les besoins en B12, en iode et en vitamine D. Et vitamine D qu'il faut donner même pendant l'été hein, pour les enfants. Donc, il en a, c'est juste qu'il en a une autre et vu qu'il a besoin d'une très petite dose, c'est pour ça qu'on donne à part en fait. Avec notre marque, normalement une demi-V-Guane c'est le bon dosage de vitamine D. Okay. Et même après 1 an, il y a un tout petit peu plus de besoin en iode, donc c'est légitime de donner une V-Guane entière, éventuellement 5 jours sur 7. D'accord. Pour faire ce qu'il faut d'iode, pas trop de vitamine D non plus. Mais vraiment, par contre, sur la surdose en vitamine D, on est loin de la limite de sécurité si vous en donnez un entier. Donc, en soi, c'est une solution pour donner de l'iode. Maintenant, vous pouvez trouver des compléments d'iode en pharmacie aussi, mais ils sont beaucoup plus dosés. Là, bon, après, pareil, on est loin de la limite de sécurité. Mais c'est juste, ça rajoute des choses à donner. En plus, la B12, la vitamine D, l'iode. Si tout est dans le même truc, c'est quand même plus simple. Je trouve déjà que c'est compliqué. Ok. Merci. Oui, juste à rajouter ou préciser pour l'iode, aujourd'hui en France, la première source d'iode pour les gens, c'est les produits laitiers. Hein. Donc si l'enfant n'est pas complètement vegan, il y a des chances pour qu'il ait déjà une part d'iode. Donc je l'ai dit un moment, mais c'est vrai que c'est au cas par cas l'iode puisqu'il y a un danger à trop en avoir. Mais il y en a dans les produits laitiers, dans le lait infantile, dans le lait maternel si la maman consomme suffisamment d'iode. Et il y a aussi de l'iode dans le sel iodé. Donc aujourd'hui en France, le sel est iodé. Alors avant 1 an, pas de sel. Avant 2 ans, on limite le sel, mais après, il y a quand même un peu plus de besoin. Donc ça remplit pas du tout à 100%. Mais si on met tout bout à bout, voilà, c'est quelque chose à chercher. Mais voilà, en tout cas, si l'enfant n'est pas complètement vegan, en tout cas, il y a une source quand même. Et juste pour une petite précision, dans les produits laitiers, s'il y a de l'iode, c'est à cause des produits de nettoyage qui sont utilisés sur les pieds des vaches et sur les machines de traite. C'est pas les produits laitiers en soi qui sont riches en iode. Et voilà, je pense que c'est quand même une information assez importante à avoir en tant que végane pour pas qu'on nous rajoute un truc en mode, voyez, c'est obligatoire de manger des produits laitiers. Je rajoute juste que c'est aussi les aliments des vaches qui sont enrichis en iode. Donc c'est voilà, une supplémentation qu'on skip. C'est comme la B12 d'ailleurs, qui est donnée aux animaux. Est-ce qu'il y avait encore une question ? Oui, dans le cadre de la diversification alimentaire, quand est-ce qu'on peut commencer à donner des légumineuses et comment éviter l'inconfort digestif qui peut être lié ? Et vous parliez de manger des vitamines C en plus pour que le fer se fixe. Comment faire si on ne peut pas donner de fruits ? Alors, les légumineuses, enfin, tous les aliments, à part ceux qui peuvent représenter un danger sanitaire, souvent les produits à base d'animaux d'ailleurs, mais c'est dès la diversification. L'intérêt nutritionnel, il est à partir de 6 mois, quand le lait maternel ou infantile ne remplit plus tous les besoins énergétiques et en vitamines. Donc voilà, grosso modo, à 6 mois, il faut donner des légumineuses. Il y en a plein et ce que je conseille, c'est de commencer par celles qui sont le moins riches en fibres, parce qu'effectivement les fibres, ça peut provoquer un inconfort digestif pour tout le monde d'ailleurs, hein. Si vous avez transitionné vegan à un moment, vous avez peut-être vécu. Pour les enfants c'est pareil au début, d'ailleurs tous les aliments qu'ils vont manger au début, ça va travailler, hein. Le système digestif ça va demander plusieurs semaines avant que tout se mette en place, que les bactéries viennent coloniser les intestins, etc. Donc les légumineuses les moins riches en fibres, ça va être les lentilles corail.
c'est celles qui ont le moins de fibres. Donc, je dirais de commencer par ça, de les faire tremper si on les cuisine soi-même. C'est vraiment une bonne façon de commencer. Le soja, c'est une légumineuse. Il y a très peu de fibres dans le soja, donc c'est une bonne façon de préserver un peu les intestins. Et sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est les pois chiches, soit les acheter déjà dépelliculés, soit enlever la peau. Donc, j'avais fait une vidéo aussi sur Instagram pour montrer comment on enlève la peau des pois chiches. Alors, ça prend 5 minutes. Quand on n'a pas beaucoup. Sinon, c'est peut-être une activité à faire avec son grand. Je l'ai fait avec mon fils de 5 ans. Il s'est éclaté à enlever la peau des pois chiches. La moitié est écrasée, mais bon. Ça peut être une activité sympa. Voilà, on peut faire ça. Ça permet de retirer une partie des fibres et puis aussi d'autres choses qui font que la digestion peut être un peu plus facile. Et donc, ça peut être pas mal. Et puis, concrètement, peut-être donner les autres légumineuses, haricots rouges et enfin les autres un petit peu plus tard, quoi. Oui, pardon. La vitamine C, il faut quand même donner des fruits, c'est bien. Je ne sais pas trop. Alors, s'il y a une allergie, il y a quelque chose. Alors, il faut chercher des fruits et des légumes riches en vitamine C. Il y en a quand même pas mal tout au long de l'année. Il y en a. Alors, il y a beaucoup qui contiennent une petite partie de vitamine C. Il y en a qui en contiennent beaucoup plus. Alors, je sais pas, en ce moment, il y a les fraises, les kiwis, les répondre. Hein. C'est fraises, kiwis, sinon il y a poivron, brocoli, orange, clémentine. Alors, si c'est toujours le même aliment qui reste, je pense que c'est important de quand même le donner, même si c'est toujours le même, parce que oui, la vitamine C fait vraiment ça joue vraiment un rôle important. Ça augmente de 2 à 3 fois l'assimilation du fer par le corps. Donc ouais, c'est important. Vous pouvez aller sur le SICAL, c'est la base de données des aliments de l'ANSES, et vous pouvez vérifier sur chaque aliment s'il contient de la vitamine C, combien il en contient. Peut-être regarder là aussi. Ouais, juste pour compléter un petit peu là-dessus, c'est vrai que là, si c'est par rapport à un problème d'allergie, je pense que dans l'idéal, ce serait bien de trouver quand même 1 ou 2 fruits riches en vitamine C auxquels l'enfant n'est pas allergique. J'imagine que ça doit être par rapport à l'histamine, parce qu'il y a des fruits qui sont assez riches en histamine. Par exemple, les fraises, les kiwis, ça peut être le cas. Mais après, vous pouvez aussi, je pense, en trouver pour lesquels ça passe. Et un truc très simple pour savoir si un fruit est riche en vitamine C ou pas, au-delà du SICAL, c'est que vous coupez le fruit en 2. S'il noircit, ça veut dire que justement il n'y a pas les antioxydants de la vitamine C, donc ça veut dire qu'il est assez pauvre en vitamine C. Par exemple, une banane, une pomme, vous coupez en 2, ça noircit. Par contre, une fraise, des fruits rouges, vous les coupez en 2, vous les laissez à l'air libre pendant autant de temps que vous voulez, ça noircit pas. Donc c'est que ça, c'est riche en vitamine C. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment d'essayer de faire des tests dans ces cas-là avec différents fruits pour voir si ça passe ou pas, parce que la vitamine C, c'est quand même vraiment important. Je rajouterai une petite astuce. Alors, si c'est pas le citron auquel l'enfant est allergique, ce que je fais beaucoup chez moi, c'est que quand j'ai pas de fruits ou de légumes qui est riche en vitamine C, je rajoute des gouttes de citron en fait sur le plat. Typiquement, chez nous, on consomme beaucoup de dalle aux lentilles corail. c'est facile, c'est riche, tout le monde aime ça. Et on rajoute toujours un filet de citron à la fin parce qu'il ne faut pas que ce soit chauffé pour ne pas détruire la vitamine C. En fait, sur pratiquement, pas tous les plats, mais en tout cas sur beaucoup de plats, finalement, ça se marie très bien avec le citron. Par exemple aussi, on consomme beaucoup d'avocats. Les avocats, on les fait citronner. Alors déjà, ça les empêche de s'oxyder et ça donne un petit goût qui est super sympa, en fait. Donc il y a pas mal de façons de trouver des petites astuces, en fait. Pareil, l'orange aussi, on peut essayer de rajouter ça peut donner un petit goût si c'est un fruit qui passe, et c'est des fruits qui sont riches en vitamine C. Du coup, vous avez tout. Moi, je pensais au persil aussi, qui était cool, souvent utilisé dans nos cuisines, donc c'est une bonne source de vitamine C. Mais sinon, il y a la table SICAL, comme elle a dit, mais la table SICAL, elle sert de source aussi pour Je mange végétal. Donc c'est un bon site à utiliser aussi pour aller vraiment chercher que les aliments végétaux qui sont riches en vitamine C. Est-ce que vous aviez encore une question ?
Bon, très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir du coup se quitter là-dessus. Merci à tous pour avoir montré votre intérêt pour cette table ronde. On peut vous dire à tout à l'heure pour ceux qui restent pour la suite. Il y aura une table ronde donc sur la nutrition, les bases de la nutrition végane. Si jamais, je me permets de placer il y a un des stands là à côté que vous pouvez aller voir pour signer une pétition pour que la ville de Strasbourg s'engage à signer le Plant-Based Treaty, notamment pour que la restauration collective se végétalise un peu plus, mais pas que. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ça.